La première chose dont je me souviens, c'est la voix terrifiée de Roger qui déchirait l'obscurité. « Maman, papa va nous tuer. Il faut qu'on parte tout de suite. » Pendant quelques secondes, je n'ai pas compris. Mon esprit était encore embrumé par le sommeil. Puis l'odeur m'a frappé. L'odeur âcre et suffocante de chair brûlée et de fumée. Mes poumons brûlaient tandis que je toussais et tentais de me redresser. Une lueur rouge vacillait dans la pièce, rampant sur les murs comme une créature vivante. Des flammes. Il y avait du feu. Notre maison était en feu. « Lève-toi, Roger. Il faut qu'on parte. » ai-je crié, la panique me serrant la gorge. Je me suis précipité vers la porte, mais la poignée était brûlante, trop chaude pour être touchée. Quand j'ai finalement réussi à l'attraper et à la tourner, elle n'a pas bougé. Elle était verrouillée. Verrouillée de l'extérieur, une vague de désespoir m'a submergée. Pendant une seconde horrible, j'ai cru que c'était la fin. C'est comme ça qu'on allait mourir. Mais la voix rapide de mon fils de 10 ans a dissipé ma peur. « Maman, ne panique pas. On trouvera une autre solution. » Cette simple phrase m'a ramené à la réalité. Le calme de Roger à cet instant nous a sauvés tous les deux. Plus tard, après notre fuite, j'ai tout compris. Pourquoi mon mari, Darren, avait fait ça et pourquoi il voulait nous faire partir. Mais à ce moment-là, je ne pensais qu'à survivre. Je m'appelle Violet, j'ai 38 ans. Diplômée de l'université, je travaillais dans une agence de publicité. J'étais mariée à Darren depuis 12 ans. Il avait été mon collègue, un homme charmant qui m'apportait souvent du café lors de mes longues soirées au bureau. Ensemble, nous avions un fils brillant et curieux, Roger. Darren adorait les motos, il passait des heures à polir les chromes et à régler les moteurs. Roger, lui, adorait les mystères. Il regardait des séries policières et devinait le coupable avant même que le verdict ne soit rendu. La moitié du temps, il avait raison. Quand Roger était petit, Darren l'adorait. Ils allaient se promener, construisaient des maquettes de voitures ensemble. Mais en grandissant, Roger a changé. Il devint froid et distant. Il esquivait les questions de Roger, se moquait de sa curiosité et passait de plus en plus de temps seul dans son bureau. Un après-midi humide, alors que Darren prenait un bain, Roger se glissa dans le bureau. Il prit un des costumes de Darren, le renifla et fronça les sourcils. « Maman » murmura-t-il. « Papa a changé de travail. »« Non » répondis-je, perplexe. « Il est toujours commercial dans la même agence. »« Pourquoi ?» Les yeux de Roger se plissèrent, son jeune esprit assemblant déjà les indices. Quand papa est rentré, il a dit qu'il avait travaillé toute la journée sous cette chaleur. Mais son costume ne sent pas la transpiration. Il sent le déodorant. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'entendis la porte de la salle de bain s'ouvrir. Les yeux de Roger s'écarquillèrent. « Tu devrais y aller » murmura-t-il rapidement. « Il va être furieux s'il nous voit ici. » Nous nous sommes réfugiés dans le salon où Roger fit semblant de faire ses devoirs. Il leva les yeux quand Darren entra. « Papa » dit-il d'un ton désinvolte. « J'ai un projet scolaire. »« Tu fais quoi dans la vie, déjà ? Comment s'appelle ton entreprise ?» La réponse de Darren fut trop rapide, trop détaillée. « Je travaille dans la vente pour l'agence de publicité Scan », dit-il sans même ciller. D'habitude, il aurait ignoré Roger, mais cette fois, son ton était trop lisse. Trop appris. Ce soir-là, à dîner, Darren mangea à peine. Il repoussa son assiette et alla se coucher tôt. Roger le regarda partir, un froncement de sourcils marquant son petit front. « Il y a quelque chose qui ne va pas chez papa » murmura-t-il. Il n'arrêtait pas de se toucher la gorge en me parlant. C'est ce que font les menteurs. Ils ont l'impression d'étouffer. Son observation me glaça le sang. Je n'y prêtais pas attention, mais ces mots me restèrent en travers de la gorge. Darren avait changé ces derniers temps. Il ne me confiait plus ses vêtements de travail comme avant. Il les emportait directement dans son bureau. Quand je proposais de les laver, il disait qu'il s'en chargerait. Il avait même commencé à faire sa lessive lui-même de temps en temps. C'était totalement inhabituel de sa part. Cette nuit-là, lorsqu'il s'est enfin endormi, j'ai discrètement fouillé son bureau. Mon cœur battait la chamade tandis que je fouillais la poche de sa veste et que je trouvais un reçu plié.
Un déjeuner onéreux pour deux dans un hôtel de luxe. 20 000 yens. Le restaurant était à des kilomètres de l'endroit où il prétendait avoir travaillé ce jour-là. Avant que je puisse le cacher, j'ai entendu un bruit derrière moi. Un léger cliquetis de verre. Je me suis retourné. Darren se tenait là, dans l'embrasure de la porte, un verre d'eau à la main. Son regard était glacial. « Que fais-tu dans mon bureau ?» Je prenais juste ton pantalon pour le faire nettoyer, ai-je bafouillé, mais le reçu m'a glissé des mains. Il l'a ramassé, l'a lu, et son visage s'est durci. Tu fouilles dans mes affaires comme une voleuse. Ne te fâche pas, ai-je supplié. Ce n'est qu'un reçu. J'étais curieux, c'est tout. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui m'espionne, a-t-il crié en claquant le verre si fort que l'eau a éclaboussé le bureau. Roger est sorti de sa chambre en courant, effrayé. Qu'est-ce qui se passe? A crié mon fils, mais Darren l'a ignoré. Il a jeté son sac par terre. Un téléphone portable prépayé et un élégant étui à carte de visite noire en sont tombés, deux objets que je n'avais jamais vus auparavant. Qu'est-ce que c'est? Tu as déjà un smartphone, ai-je dit d'une voix tremblante. C'est pour le travail, a-t-il rétorqué. Mais tu ne vas pas au travail. Ai-je répliqué. Et cette carte, ce n'est pas ton entreprise. Ne touche pas à mes affaires, a-t-il rugi en me poussant si fort que j'ai trébuché. Puis, fou de rage, il nous a tous deux mis à la porte du bureau en claquant la porte. Roger et moi sommes restés là, tremblants. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Mais Roger, lui, était déjà en pleine effervescence. Il a attrapé le smartphone de Darren, qui chargeait sur la table. « Roger, arrête !» ai-je murmuré. « Tu vas l'énerver encore plus. »« Ne t'inquiète pas, maman, » a-t-il dit doucement. « Ça va bientôt être fini, » dit-il en tapotant l'écran, les yeux plissés par la concentration. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait, mais j'étais trop bouleversée pour protester. Plus tard dans la nuit, je le bordais à côté de moi. Nous ne dormîmes presque pas. Le lendemain matin, Darren était de nouveau calme. Il préparait sa valise. « Tu pars ?» demandai-je, la voix encore tremblante de la veille. « J'ai reçu un appel, » dit-il d'un ton suave. « Voyage d'affaires à New York. Ils ont ouvert une nouvelle succursale. Je ne serai absent qu'une nuit, » ajouta-t-il avec ce même sourire forcé. « Oh, et il faudrait que tu m'achètes du kérosène. Je fais quelques réparations sur ma moto en rentrant. » Je voulais le croire. Je voulais la paix. Alors, j'acquiesçai. Après son départ, je commandai du kérosène à la station-service du coin. Malgré le plein été, Roger me regarda bizarrement, sans rien dire. Cette nuit-là, je dormis à peine. Roger se blottit contre moi, sentant mon malaise. Sa respiration était légère, alerte, comme s'il attendait quelque chose. Puis, après minuit, il a hurlé « Maman, réveille-toi. Papa essaie de nous tuer. » J'ai ouvert les yeux et j'ai vu de la fumée s'engouffrer par la fenêtre. L'air était lourd et brûlant. Les flammes léchaient le couloir. Prise de violentes quintes de toux, j'ai titubé jusqu'à la porte. La poignée était bloquée. Elle était verrouillée. Et soudain, je me suis souvenu du kérosène. « Maman, ne te fiche pas !» a crié Roger, déjà en mouvement. Il a trempé une serviette dans l'eau du distributeur, l'a appliquée sur mon visage et a commencé à nouer les draps ensemble pour en faire une corde de fortune. Nous sommes sortis par la fenêtre, suffocants sous l'effet de la fumée, et nous nous sommes laissés tomber sur la pelouse en contrebas. L'air glacial de la nuit m'a fouetté le visage. Derrière nous, la maison crépitait et rugissait tandis que les flammes dévoraient tout ce que nous possédions. Je suis restée figée, tremblante, tandis que notre maison se transformait en une carcasse fumante. Les larmes coulaient sur mes joues. « Tout est parti », ai-je murmuré. Roger a brandi un téléphone. Ni le sien, ni le mien. « J'ai l'autre téléphone de papa », dit-il doucement. « Voyons où il est. Appelle les pompiers. » Je me suis mise à pleurer. « Je l'ai déjà fait, » dit-il. « Appel anonyme. Ils arriveront bientôt, mais il ne faut surtout pas que papa sache qu'on est vivant. » Son calme m'effrayait. « Roger, comment le sais-tu ? » J'ai installé un traceur GPS sur son téléphone hier soir, dit-il, les yeux rivés sur l'écran. Il est tout près, dans notre quartier. Mon cœur s'est glacé.
Tu plaisantes. Reste calme, maman. On va s'en sortir. Nous avons fui dans l'obscurité, acheté des vêtements dans une boutique ouverte 24h24 et pris une chambre dans un petit hôtel d'affaires sous de faux noms. J'ai à peine dormi cette nuit-là, hantée par les flammes, la voix de Darren, son regard. Le lendemain, les informations ont diffusé des images de notre maison en feu. Darren était à la télévision, en larmes, implorant qu'on lui donne des nouvelles. Sa voix était brisée, mais ses yeux étaient secs. « C'est faux », murmura Roger en observant l'écran. « Vous voyez son sourire ? Il trouve ça drôle. » Et il avait raison. Sous le masque de tristesse de Darren se cachait un sourire cruel et narquois. J'ai alors compris que nous ne pourrions jamais revenir en arrière. Nous n'étions pas en sécurité. Pas tant qu'il est encore dehors. Je pris la main de Roger. « On découvrira la vérité », murmurai-je. Il hocha la tête. On sait déjà où il est. Cet après-midi-là, nous avons suivi le signal GPS jusqu'à un hôtel de luxe à une trentaine de minutes de notre maison incendiée. Nous avons attendu dans un coin tranquille, le cœur battant la chamade. Puis, au coucher du soleil, Darren est enfin apparu, calme, détendu, fredonnant comme si de rien n'était. Il est sorti de l'hôtel et a descendu la rue. Sans hésiter, il est entré dans une maison voisine. Plus tard, nous avons appris qu'elle appartenait à une dame âgée. Quelques minutes plus tard, il est ressorti avec un sac noir qu'il ne portait pas auparavant. Intrigué, il est ensuite entré dans un parc, laissant le sac derrière lui. Suspicieux, mais sans preuve concrète, nous avons regardé mon fils s'approcher courageusement de la maison et sonner à l'interphone. La dame âgée a répondu et le visage de mon fils s'est illuminé. « Mon père est venu ici tout à l'heure. Il ne vous a pas donné une carte de visite identique à celle-ci ? Pourriez-vous m'aider ? Demandai-je en présentant une carte de visite de banquier. La femme acquiesça et sortit une carte identique de son sac. Sa surprise était palpable lorsqu'on lui montra notre photo de famille. Elle expliqua qu'elle avait récemment perdu son mari et qu'elle vivait seule. Ce matin, elle avait reçu un appel lui annonçant que son mari avait un héritage sur un compte caché, mais qu'elle devait payer des frais de succession. Il devait revenir le lendemain pour récupérer le reste. Soudain, je compris. Papa fait quelque chose de mal. Mon fils est persuadé que si mon mari vous trompe, je ne pourrai jamais lui pardonner. Pouvez-vous m'aider à découvrir la vérité ? J'en parlais également à mademoiselle Hamon, qui acquiesça, ayant pris connaissance de la situation. Déterminée à confronter mon mari, je me préparai précipitamment pour le lendemain. Comme prévu, mon mari arriva chez monsieur Holman à 7 heures pour récupérer l'argent. Il se rendit ensuite au même parc que la veille. « Et » commençai-je d'une voix chargée de ressentiment, tandis que mon fils me regardait, et je le confrontais en surgissant de l'ombre. Les genoux de mon mari fléchirent, tremblant de peur. « C'est toi qui nous as fait vivre un enfer, n'est-ce pas ?» m'accusa mon fils d'un ton furieux. « Tu as incendié notre maison avec le Cohen que tu m'as forcé à acheter pour l'entretien de ta moto. » Mon mari balbutia des excuses. Mon fils laissa tomber sa carte de visite de banquier à ses pieds, se moquant de sa duplicité. « C'est drôle que tu en aies autant alors que tu n'es pas banquier, hein ? À arnaquer les gens. » Mon fils, incrédule, perça les défenses de mon mari, et me sentant intolérante, je m'avançai et le fixai droit dans les yeux. « On a vu ce qu'il y avait dans ton sac. Tu ne voulais pas qu'on le découvre, alors tu as essayé de nous tuer, n'est-ce pas ?» Mon mari hésita, réticent à avouer. Dégoûté, je le confrontai plus loin, exigeant des réponses. « Pourquoi as-tu commis une fraude ?» demandai-je, la voix tremblante de colère. « C'était juste pour l'argent. » Les faibles tentatives d'esquive de mon mari ne firent qu'attiser ma frustration. Ils sont déjà partis. J'ai perdu beaucoup de sang, mais c'était trop tard. Le détective, tapi dans l'ombre, a surgi et a interpellé mon mari qui a tout avoué. La surprise de mon mari était palpable lorsqu'il a été menotté et emmené par la police. Après l'avoir vu partir, mon fils et moi avons échangé un tchèque triomphal. Nous avions réussi. Mon mari était arrêté, et justice avait été rendue. Il a été condamné à une longue peine de prison pour fraude et incendie criminel. Le sac noir remis à un complice en ligne a mené à une autre arrestation. J'ai demandé le divorce et une indemnisation pour préjudice moral. Grâce à l'argent de l'assurance,
J'ai acheté une nouvelle maison. Déterminé à recommencer à zéro, mon fils à mes côtés, j'ai découvert son rêve de devenir détective privé. J'ai juré de le soutenir dans la réalisation de ses aspirations, déterminé à sortir de cette épreuve plus forte que jamais.